Quand on pense à la NASA, on imagine des enjeux astronomiques, littéralement. Mais ce qui est fascinant, c'est que leur stratégie pour gérer des équipes sous une pression immense, elles peuvent s'appliquer à n'importe quel projet. On va décortiquer ça ensemble, comment la NASA fait de la dynamique de groupe une véritable machine à performance, et surtout, comment n'importe quel chef de projet peut s'en servir. Alors, quel est leur secret? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. On va commencer par un échec à 1 milliard de dollars, rien que ça pour bien comprendre le problème. Ensuite, on plongera dans le fameux système 4D de la NASA et ses 4 couleurs d'équipe. Et pour finir, on verra comment tout ça peut se transformer en un véritable manuel de survie pour chef de projet. Ok, alors pour vraiment saisir la force de leur méthode, il faut commencer par une histoire, l'histoire d'un de leurs plus grands ratés. Et cette phrase, elle change tout. Ce que Charles Pellerin dit ici, c'est que le problème, ce n'était pas la technique, c'était l'humain. Le miroir de Hubble n'a pas échoué à cause d'une erreur de calcul, mais bien à cause d'un problème de communication, de cohésion d'équipe. C'est un changement de perspective radical qui a forcé la NASA à tout revoir. Le contexte social, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est simple. Imaginez une équipe où personne n'ose dire qu'il a fait une erreur, par peur des conséquences. Et à côté, une autre où on peut parler ouvertement des problèmes pour trouver des solutions. La différence de performance, elle est juste colossale. Voilà, c'est ça le contexte social. Cette ambiance, cette culture de confiance qui peut soit plomber un projet, soit le faire décoller. Suite à cet échec, la NASA a tiré une grande leçon. On ne peut pas laisser la dynamique d'une équipe au hasard. C'est de là qu'est né leur fameux système 4D. Une approche méthodique pour concevoir la dynamique humaine. Et l'idée, elle est vraiment brillante. Au lieu de voir la dynamique de groupe comme un truc un peu flou, une science molle, ils l'ont abordé comme un problème d'ingénieur. Le système 4D, c'est un outil concret, pratique, pour analyser ce qui ne va pas, pour voir où sont les forces, et surtout pour améliorer les choses de façon mesurable. Le concept de base est super bien illustré par cette idée de préférence innée. C'est comme être droitier ou gaucher. Personne ne demande à un gaucher de devenir droitier, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pareil pour nos personnalités. On a tous des préférences naturelles. Le but du jeu, ce n'est pas de forcer les gens à changer, mais de comprendre ces préférences pour que tout le monde travaille mieux ensemble. Alors, comment ça marche concrètement, ce système? C'est là que ça devient super intéressant. Le système 4D classe ses préférences en 4 grandes catégories, représentées par des couleurs. On va voir ensemble ce spectre de force. D'abord, on a les bleus. Eux, leur truc, c'est la vision. Ce sont les rêveurs, les innovateurs, ceux qui pensent au futur et qui demandent toujours « et si ?» Ils voient la grande image, le big picture. Pensez à l'architecte qui dessine les plans, au stratège qui pense à dans 10 ans. Ensuite, il y a les verts. Les verts, c'est le ciment de l'équipe. Leur focus, c'est l'humain, les valeurs. Ils s'assurent que l'ambiance est bonne, que tout le monde est respecté. Ce sont eux qui vont aplanir les conflits, qui vont créer un climat de confiance. Puis viennent les jaunes. Eux, ce sont les rois de la collaboration. Ils aiment le travail d'équipe, le processus collaboratif. Ils s'assurent que tout le monde participe, que l'information circule bien. Ce sont les connecteurs, ceux qui font en sorte que le groupe fonctionne vraiment comme une équipe soudée. Et enfin, les oranges. Les oranges, ce sont les pragmatiques, les réalisateurs. Eux, ils sont ancrés dans le concret, les processus, les plannings, l'efficacité. Ce sont eux qui prennent les grandes visions des bleus et qui les transforment en action, en résultats tangibles. Bref, ce sont ceux qui font le job. Ces tableaux résument parfaitement tout ça. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise couleur. Une équipe qui cartonne, ce n'est pas une équipe avec que des bleus ou que des oranges. C'est une équipe où toutes les couleurs sont représentées. La force vient de cet équilibre, de cette diversité de points de vue. Bon, c'est super de connaître les couleurs. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment un chef de projet peut utiliser ça pour, concrètement, changer les choses sur le terrain? Voilà, c'est la question à 1 million de dollars. Parce que le diagnostic, c'est bien, mais ici, ça ne débouche pas sur de l'action, ça ne sert pas à grand-chose. Alors comment on fait? Eh bien, la première étape, c'est de s'attaquer à ce que la NASA appelle les scénarios internes. Ce sont ces petites voix dans notre tête, ces croyances qu'on prend pour des vérités. Par exemple, le fameux « si je demande de l'aide, on va penser que je suis incompétent ». Ce genre d'histoire qu'on se raconte peut littéralement saboter un projet. Le rôle du chef de projet, c'est justement de hacker ces scénarios. Regardez la différence. D'un côté, on a une pensée qui crée de la méfiance, de l'autre, une qui ouvre la porte à la créativité et à la confiance. Le simple fait de changer cette petite phrase, cette croyance, peut transformer radicalement l'ambiance et la performance. Et la NASA propose même une méthode en 4 temps pour y arriver. D'abord, exprimer une appréciation sincère. Ça paraît simple, mais un vrai merci, ça change tout. Ensuite, mettre en avant les intérêts communs pour rappeler qu'on est tous dans le même bateau. Troisième étape, être optimiste, mais un optimisme ancré dans la réalité. Et enfin, être totalement engagé. Si le leader y croit à 100%, l'équipe suivra. Ok, maintenant on va assembler toutes les pièces du puzzle. On va voir comment la gestion de ce fameux contexte social devient la compétence clé pour un chef de projet.
Tout chef de projet connaît ce triangle par cœur. C'est le cauchemar quotidien. Il faut livrer un truc génial, la performance, sans dépenser un sou de trop, le coût, et bien sûr, pour hier, le calendrier. C'est un numéro d'équilibriste permanent. Et c'est précisément là que tout ce dont on a parlé prend son sens. Gérer le contexte social, ce n'est pas juste un soft skill pour faire joli, non. C'est la compétence qui permet de tenir en équilibre sur ce fil. C'est la clé pour naviguer entre ces trois contraintes sans que l'équipe implose. Parce qu'au final, quand le contexte est bon, qu'est-ce qui se passe? L'équipe est plus forte face aux coups durs, elle trouve des solutions plus intelligentes et elle est beaucoup plus motivée. Et ça a un impact direct sur la performance, sur les coûts et sur les délais. Autrement dit, la performance du projet dépend directement de la performance humaine. Ce qui nous amène à la question finale, celle qu'on devrait tous se poser. En tant que leader, en tant que membre d'une équipe, quel contexte social est-on en train de bâtir, jour après jour? Parce que la vraie réussite d'un projet, elle ne se joue pas que sur les tableurs et les plannings. Elle se joue avant tout dans la qualité de l'environnement humain qu'on a su créer.